Bonjour à tous. Donc, une présentation en deux aspects. Hein. Tout d'abord, un rappel, enfin, une partie théorique sur qu'est-ce qu'on attend de la micro-oxygénation, comment ça se pratique, comment ça se pilote, et après, les résultats d'expérimentation sur la vallée du Rhône. Voilà, donc un premier constat, eh bien, c'est que c'est une technique qui est relativement bien développée dans d'autres régions viticoles, hein, qui donne des résultats, qui a montré des résultats intéressants sur de nombreux cépages, mais qui reste finalement relativement en retrait chez nous. Ça s'est développé, il y a des appareils dans les caves, il y en a une partie d'entre eux qui sont dans un placard, il y a une partie qui fonctionne encore, mais on n'a pas réussi à imposer cette technique-là, et elle n'est pas utilisée de manière aussi développée que ça pourrait. Et enfin, une des caractéristiques aussi, même s'il n'y en a pas trop dans le coin, c'est que le grenache, évidemment quand même présent en vallée du Rhône, c'est un cépage qui est aussi difficile et déficitaire en couleur, et que ça a également un impact sur les résultats. Alors, voilà, la théorie sur la micro-oxygénation, eh bien, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que quand on fait des mesures d'oxygène, et notamment l'INRA l'a fait il y a plus longtemps, sur des vins qui sont statiques, c'est-à-dire qui n'ont pas été bougés depuis un moment, eh bien, on n'en trouve pas. 0,02, c'est rien du tout, que ce soit en barrique ou que ce soit en cuve. Alors qu'en fait, on sait que justement, on a une pénétration régulière d'oxygène à travers, on a une micro-oxygénation naturelle, et pour autant, on ne retrouve pas d'oxygène dans les vins. Et donc, l'objectif de la technique de micro-oxygénation, c'est de reproduire, d'essayer de reproduire les transferts d'oxygène qui se font à travers une barrique. Le problème de la barrique, c'est que la quantité qui est transférée, elle n'est ni connue, ni maîtrisée. On sait que d'une barrique à l'autre, les quantités d'oxygène qui sont transférées est variable, et on n'a aucun moyen de connaître cette quantité, ni même de l'influencer. Donc les points importants au niveau de la micro-oxygénation, c'est d'avoir une vitesse d'apport d'oxygène qui est inférieure à la vitesse de consommation du vin. C'est pour ça qu'on parle d'oxygénation ménagère. Et c'est pour ça également qu'on n'en trouve jamais quand on en mesure, puisque au fur et à mesure qu'il est apporté, il est directement consommé, puisque la vitesse de consommation du vin est supérieure. Donc l'oxygène se dissout et immédiatement rentre en réaction et ne reste pas sous forme dissoute. Et donc pour avoir une technique de micro-oxygénation qui soit maîtrisée, il y a un paramètre qui est très important, c'est que 100% de l'oxygène qui est apporté doit être dissous dans le vin. Il ne doit pas y avoir de bulles d'oxygène qui s'échappent, etc. Parce que sinon, ce n'est absolument pas la quantité que l'on apporte. Au niveau théorique, sur les polyphénols du vin, le schéma qui se dégage, c'est qu'on a donc des anthocyanes libres qui ont besoin d'être stabilisés, on a des tanins, on a de l'éthanal qui est produit notamment pendant les premières phases de la micro-oxygénation, lorsque les doses sont un peu plus importantes. Et le schéma vers lequel on souhaite se diriger avec cette technique, c'est d'avoir finalement l'éthanal qui permet de combiner l'éthanol aux anthocyanes et donc de stabiliser les anthocyanes libres. Et ensuite, donc, ces formes-là permettent également d'augmenter, donc de stabiliser les couleurs rouges, mais également d'augmenter les phénomènes de copigmentation, puisque ce type de molécule-là, qui est assez plane, qui peut se replier en plus sur lui-même, permet d'avoir des empilements de polyphénol, qui finalement, sans avoir davantage de pigments, permet par contre d'avoir une couleur qui est supérieure. C'est uniquement par le fait de s'empiler, on a des couleurs qui tirent vers le bleu et qui sont supérieures. Par exemple, quand on regarde une violette, ce sont des anthocyanes qui sont dans une violette. Et une violette, c'est pas rouge, c'est violet, bleu, parce que justement, on a dans la couleur de la violette, et c'est pareil que dans la pellicule du raisin, on a ces phénomènes de copigmentation qui changent la couleur. Dans le raisin, c'est pareil, les pigments, c'est rouge, hein, c'est pas bleu ou blanc. Par contre, un paramètre extrêmement important, effectivement, c'est le rapport des anthocyanes sur l'éthanol. Il faut qu'on ait un équilibre entre la couleur et l'étanin du vin pour avoir une bonne réaction au niveau de ces polyphénols, puisque sinon on va plutôt aller sur des combinaisons de tanins entre eux et qui vont aller plutôt sur des notes de tanins secs et des pigments jaunes et donc finalement des caractères oxydatifs plutôt négatifs. Donc ce paramètre-là, effectivement, quand on choisit les cuves sur lesquelles on va micro-oxygéner, c'est un paramètre important qui est l'équilibre entre la couleur et les tanins. Comme je vous ai dit également qu'on a des anthocyanes libres et que le but c'est effectivement de les stabiliser, eh bien il y a un autre paramètre important, c'est de commencer le plus tôt possible. Parce que plus on commence tôt, plus on a d'anthocyanes libres sur lesquels on peut agir,
Et aussi, plus le vin est costaud pour accepter des quantités d'oxygène importantes. Plus on commence tard, et plus il faudra être doux, on va dire, moins on pourra apporter de quantités importantes, et plus on aura perdu déjà d'anthocyaninique qu'on ne pourra pas stabiliser. Donc, cette dose doit également être adaptée au vin, puisque le vin a de grandes capacités d'absorption, de consommation d'oxygène. Mais on va dire qu'il y a seulement une partie de cette consommation que l'on peut appeler comme étant une consommation positive, c'est-à-dire qui va servir à structurer, à combiner, à stabiliser la couleur. Si on continue à apporter de l'oxygène, eh bien on va aller sur une consommation de SO2, sur une évolution des arômes, sur un caractère d'évolution. Et si on continue encore, on est carrément sur de l'oxydation. Le vin va continuer à consommer, mais à la fin, on va oxyder. Et si on continue à l'extrême, on aura un vin marronasse avec tous les phénols dans le fond. Mais la capacité de consommation du vin, avant de la saturer, on peut en envoyer. Les autres effets attendus de la micro-oxygénation, et c'est ce qui est constaté notamment sur les cépages assez végétaux comme le cabernet, c'est qu'on a très facilement une diminution des notes végétales quand on apporte de l'oxygène sous forme de micro-oxygénation. On augmente le volume et la structure. Par contre, les risques, c'est attention à la sécheresse et attention à l'évolution aromatique vers des notes de fruits confiturés. Donc en fonction du profil de produit que l'on veut, il faut gérer les doses d'oxygène de manière à ne pas forcément aller sur des notes confiturées si on ne souhaite pas aller jusque-là. Si par contre on est sur des vins qui sont élevés en barrique, qui vont être avec un potentiel de garde important, et de toute façon ces notes aromatiques, un peu de fruits cuits ne sont pas gênantes, eh bien on peut se permettre de mettre des doses plus importantes. Alors on a 3 phases lors du pilotage de la micro-oxygénation, puisque on est encore sur des pilotages qui sont empiriques. Cette technique, à la base, c'est parti de constats sur l'élevage en barrique. Des appareils ont été développés pour essayer de le reproduire, et depuis le début, on n'a pas beaucoup de marqueurs pour le faire, pour le piloter. Ça reste la dégustation et ça reste l'expérience. C'est ce qui freine notamment le développement de ces techniques. Donc, la première phase, c'est une phase de structuration où on va avoir une impression d'augmentation de la dureté des tanins, de la structure tannique, comme si on avait fait un tannisage. Et ensuite, dans une deuxième phase, on a ce qu'on appelle la phase d'assouplissement, où ces tanins vont petit à petit se fondre. Et dans une troisième phase, si on continue, eh bien, on va aller sur des tanins secs. Et un des risques également, c'est de ne pas louper cette phase-là, parce que si on pense être toujours dans la phase de structuration, on continue à oxygéner, et on peut facilement en fait avoir dépassé et finalement aller sur des tanins de plus en plus secs. Et donc c'est un des points sur lesquels il faut faire attention lorsqu'on fait de la micro-oxygénation. Alors le pilotage, comment est-ce qu'on pilote cette phase de micro-oxygénation? Donc là je vous ai mis un des cas de figure que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc on commence par généralement mettre des doses relativement importantes. Entre 20 et 60 ml d'oxygène par litre de vin et par mois. C'est un débit ça, par litre de vin et par mois. L'objectif étant de commencer à produire de l'éthanol et à avoir déjà une perception de cet éthanol. Cet éthanol, on a vu sur les modèles théoriques que ça a un rôle dans la combinaison des tanins et des anthocyanines. Par contre, une fois qu'on l'a produit, cet éthanol, il ne faut pas y rester évidemment, parce que sinon on peut finalement le garder pendant un petit moment. Donc il faut arriver jusqu'à la perception de l'éthanol, et dès qu'on l'a perçu, eh bien, on réduit assez sensiblement la dose pour qu'il disparaisse. Et ensuite, pendant la première phase, avant Malo, on essaye de flirter un petit peu avec ce niveau d'éthanol et d'observer justement cette phase de structuration dont je parlais, c'est-à-dire d'impression d'augmentation de la masse tannique, et ensuite de phase d'assouplissement. Plus on commence tôt, mieux c'est. Plus on commence tôt, plus on peut se permettre d'en apporter. Et il ne faut pas vraiment avoir peur quand même de cette phase d'éthanol, parce que même si on se fait avoir, on a toujours la Malo derrière, qui permet quand même un retour réducteur. Et donc, au final, on n'a jamais un vin qui, après micro-oxygénation, est resté éthanol. Par contre, si on reste trop longtemps à cette phase avec une dose importante d'éthanol, on peut quand même avoir justement des notes d'arômes de fruits cuits, de notes confiturées qui vont perdurer.
Ensuite, on se réduit les doses un peu régulièrement et surtout on s'adapte notamment à la baisse des températures dans les caves, puisqu'évidemment la consommation du vin va réduire avec les températures. Plus la température est basse, et moins le vin va consommer. Et donc notamment dans nos régions baignées de Mistral, et bien parfois les températures peuvent baisser assez sensiblement en novembre, décembre, et donc il est important de ne pas oublier de baisser les doses également, sinon on risque de commencer à accumuler de l'oxygène. Je vous rappelle, l'objectif c'est de ne pas accumuler d'oxygène et d'avoir des apports qui sont inférieurs à la consommation. Ensuite, il est quand même généralement préconisé d'arrêter pendant la phase de fermentation malolactique, toujours une phase microbiologiquement, il se passe beaucoup de choses, donc plus prudent d'arrêter, même si pas mal de cas où on a pu continuer à le faire et on n'a pas forcément de problème, mais on va dire que par tranquillité d'esprit, c'est toujours mieux d'arrêter. Et ensuite, on repart sur des doses plus faibles, puisque on a maintenant du SO2, et surtout, on n'a plus le... donc le SO2, c'est une sécurité, c'est-à-dire que ça devient un marqueur pour nous dire si on apporte des doses trop importantes. Normalement, on ne doit pas avoir de baisse importante de SO2, pas plus que si on ne micro-oxygène pas. Si on voit que le SO2 libre chute, eh bien c'est qu'on apporte trop. Et ensuite, eh bien, on n'a plus la sécurité de la malo derrière. Donc là, pour le coup, si on apportait des doses trop importantes et qu'effectivement on produit de l'éthanol, eh bien on ne reviendra pas en arrière. Donc là, maintenant, on va dire qu'on est sans filet. Et donc c'est important effectivement de déguster régulièrement et de baisser les doses en fonction de la température pour justement ne pas aller sur des évolutions trop rapides. Là, je vous ai mis quelques appareils. Hein, donc, le Exolodev Viveis, c'est les premiers, hein, c'est ceux qui ont développé la technique. Et c'est, selon moi, ceux qui possèdent encore le plus d'expérience et de compétences sur cette technique. Vous avez depuis de nombreux concurrents qui se sont développés. Donc, on voit un, par exemple, Bazon. Vous voyez que les céramiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein, mais bon, au niveau de la technique, après, ça reste très proche. Et toute la difficulté, c'est pas de l'apporter, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut apporter quand. Et vous avez vu ce pilotage qui reste quand même assez technique. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats d'expérimentation. Donc l'objectif, c'était d'avoir davantage de références sur notamment la Syrah et le Grenache dans les conditions des vins de la vallée du Rhône ainsi que des vins d'assemblage. De déterminer sur quelle qualité de vin la technique présente le plus d'intérêt, et également de juger l'effet de la stabilisation de la couleur dans le temps. Alors les partenaires, ce sont des projets que l'on a réalisés en partenariat avec la société Vivelis, et c'est Camille Lemont qui avait assuré ce pilotage, et François Kleiner a financé ces essais. Alors voici, donc on a pas fait que 6 vins, évidemment. Je vous en ai présenté que quelques-uns parce que ça pouvoir être laborieux. Donc, par contre, ils représentent bien différents cas de figure et ils illustrent bien les résultats qu'on a obtenus. Alors, vous voyez qu'on a, je vous ai représenté ici les degrés, les caractéristiques du vin, juste avant la micro-oxygénation, donc FA. Vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux d'indices de polyphénol totaux qui sont assez importants et de couleurs qui sont assez importantes. Sauf sur le dernier vin. Et sur des rapports anthocyanes-tanins, ici, vous voyez qu'ils vont de 1/4, qui est la théorie idéale, on va dire, jusqu'à 1/8. Ce vin-là, vous voyez, un Grenache pur, 12,7 degrés, pour un Grenache, c'est pas extraordinaire, hein, 3 d'intensité colorante, 40 de PT, donc en gros, une brave merde qu'on a choisi exprès pour ça, pour voir les limites de la technique. Alors, je vais vous passer assez rapidement le pilotage des doses de micro-oxygène, de l'oxygène que l'on a fait. Vous voyez ici, on a, par contre, je vous ai marqué la quantité totale qui a été apportée sur toute la durée de la micro-oxygénation. Donc là, vous voyez qu'on est ici à peu près à 20 mg par litre, 14 ml par litre et par mois. Donc là, vous retrouvez le même type de pilotage. Ici, on a apporté 30 ml. La malo s'est déclenchée dans la foulée, donc on a arrêté, et on a repris beaucoup plus faiblement, sur des durées quand même assez longues, hein, puisqu'on a 3 mois en gros, hein, de micro-oxygénation.
Deuxième vin, on a vous voyez, cette diminution avant Malo, la phase de la Malo, et derrière, c'est cuit pendant quelques dizaines de jours. Là, on a porté 17 000 vins par litre. Sur le 23, eh bien, on a apporté 23 000 vins par litre, toujours le même genre de pilotage. On s'adapte à la température, on s'adapte à la réaction du vin. Voilà. Sur le 24, donc le fameux Grenache, eh bien, vous remarquez que on a démarré après Malo, pas mis, mais on a démarré beaucoup plus faiblement, et seulement après Malo, parce que forcément, étant donné la qualité du vin, on voulait apporter des doses beaucoup plus faibles et être moins importantes. Voilà. Par contre, vous voyez qu'on a micro-oxygéné pendant très longtemps. On peut micro-oxygéner longtemps, même sur un vin comme ça, mais à la fin, on est à 2, à 1, mais tous les vins ont besoin d'un petit peu d'oxygène. Et ensuite, voilà, sur les vins, les derniers. Maintenant, je vais vous présenter les résultats. Alors, sur les critères analytiques, anthocyane, aucun impact, anthocyanes libre. Composé phénolique, IPT, hein, aucun impact. Intensité colorante, rien de significatif, différence assez faible, quelques pourcentages d'augmentation sur certains, mais qui, selon moi, ne justifieraient pas de micro-oxygéner uniquement pour ça. Acidité volatile, pas de différence. Et maintenant, par contre, sur l'analyse sensorielle. Alors, vous avez ici l'intensité olfactive, en rouge la micro-oxygénation. Le seuil ici qui est marqué, c'est le seuil de signification, c'est-à-dire que quand on n'a rien marqué, on n'a que des tendances, c'est-à-dire que les différences en moyenne, on les voit. Par contre, on n'a pas d'accord suffisant des membres du jury pour pouvoir conclure réellement à une différence significative. Quand on commence à être significatif et qu'on est de plus en plus significatif, ça veut dire que le jury est de plus en plus d'accord pour dire qu'il y a une différence. Et ce 5%, c'est le pourcentage de chance de dire une bêtise quand on dit que ces deux vins sont différents. Et donc là, on voit que globalement, on a 3 vins sur lesquels, presque 4 sur lesquels on a des tendances à avoir une intensité olfactive supérieure, un pour lequel c'est significatif, et les 26 et 2 pour lesquels c'est le contraire. On a plutôt une tendance à être moins intense au niveau des vins micro-oxygénés. Au niveau du fruit, on retrouve exactement ces mêmes différences. On est significatif également sur ces deux-là, donc on voit vraiment que sur ces 3, il y a quand même quelque chose qui se dégage, à l'avantage de la micro-oxygénation. On reste sur des tendances, mais par contre des tendances qui se confirment, à la fois sur le fruit et l'intensité olfactive, sur ces deux vins, en défaveur de la micro. Au niveau du gras, eh bien, on a ici une micro-oxygénation qui globalement apporte plus de gras sur la plupart des vins, à part sur le vin 2. Au niveau de l'intensité tannique, là aussi on a des différences. Vous voyez, ça dépend encore une fois des vins. Hein. Là, sur 3 de ces vins-là, on a une structure tannique qui est jugée une intensité tannique supérieure sur la micro-oxygénation. Au niveau des tanins durs, eh bien, ça dépend des cas. On a sur le 26 les tanins qui sont jugés plus durs, mais de manière non significative, les différences sont assez légères. Sur les tanins secs, on voit que sur notre 24, là, on a quand même des tanins qui sont jugés plus secs. Sur les tanins souples, eh bien, on voit que globalement, à part sur ces deux vins, on n'a pas de différence. On a une tendance à avoir plutôt plus de souplesse sur la micro-oxygénation. Sur des tanins verts, on a plutôt diminué les tanins verts avec la micro-oxygénation. Vert, c'est-à-dire agressif, hein, manque de maturité des tanins. C'est significatif pour 2 d'entre eux. Et au niveau de la note globale, vous voyez que globalement, hein, notamment pour ces 3 vins-là, on a quand même, là c'est significatif, une préférence sur les vins micro-oxygénés. Pas de différence au niveau de ces deux-là, une légère tendance au niveau du vin. J'ai essayé de synthétiser tout ça dans un tableau pour plus de clarté. Donc, quand je mets un moins, ça veut dire qu'il y a une différence, que le paramètre est baissé, mais que ce n'est pas significatif. S'il y avait 2 moins, ça veut dire que c'est significatif, et 3 moins, c'est que c'est très significatif. Je le mets en rouge quand le caractère est négatif, c'est-à-dire c'est plutôt une baisse de qualité. Par exemple, si on perd en intensité olfactive ou en fruité, c'est pas bon. Par contre, si on gagne en tanin dur, ben, c'est pas bon. Donc je l'ai mis en rouge. Donc ce que l'on peut voir, c'est que nos 2 vins 6 et 2, qui étaient, vous vous rappelez, hein, sur les extrêmes là, et bien globalement, au niveau aromatique, c'est négatif, mais en tendance, hein,
donc des différences quand même subtiles. Par contre, sur le vin 2, on voit qu'on a plutôt moins de tanin vert, et ça va plutôt dans le bon sens. Après, quand on regarde sur les autres vins, eh bien, les différences dépendent du type de vin. Par contre, globalement, on va quand même toujours dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au niveau intensité olfactive et fruité, on a des augmentations. Au niveau du gras, ici sur 3 des vins, on a des augmentations. Sur l'intensité tannique, on a des augmentations. Moins de tanin vert, plutôt un peu plus de souplesse sur deux d'entre eux, et globalement, une note qui est plutôt positive. Ce que l'on peut remarquer, c'est que notre graphe Grenache, eh bien, finalement, il a des résultats qui sont très intéressants. On a adapté la dose, mais on voit que, eh bien, il y a une intensité olfactive qui était supérieure, du fruit, du gras, une intensité tannique qui était supérieure, moins de tanin sec, des tanins plus souples et une note globale supérieure. Donc finalement, même ce vin-là, c'était intéressant de l'en apporter un petit peu, et il a fallu évidemment s'adapter à ses caractéristiques. Par contre, quand on a regardé un an après, finalement, on avait beaucoup moins de différence sur tous ces vins-là. Hein. Notre vin 4, on n'avait plus de différence avec le témoin. Donc, comme quoi, un banane batté, on ne fait pas un cheval de course quand même si on a pu le déguiser un petit peu pendant un an. Mais même sur les autres vins, voilà, les différences que l'on a eues, finalement, n'ont pas vraiment perduré dans le temps. Donc, en conclusion, on a des différences intéressantes qui apparaissent et qui vont quand même dans le même sens de ce que l'on observe dans d'autres régions. C'est-à-dire une augmentation du fruit, du gras, de l'intensité tannique, plutôt une baisse de tanin vert, une augmentation de la souplesse et une augmentation de la note globale. Par contre, et on a ça même dans le 24 qui était quand même de qualité vraiment très faible. Par contre, eh bien, on a des difficultés à prévoir la manière dont le vin va réagir. On voit bien que d'un vin à l'autre, finalement, ça ne réagit pas de la même manière. Dans 2 des vins, finalement, l'impact était quand même plutôt négatif. On n'a pas de lien évident entre le niveau d'IPT et le rapport tanin-anthocyane et puis la réussite ou pas de la micro. Hein. Donc, problème de marqueur d'efficacité. Les différences n'ont pas vraiment perduré dans le temps. C'est nécessaire de bien maîtriser la technique, et on voit que c'est encore assez empirique, et c'est ce qui est problématique pour la technique. On a peu de données analytiques pour le pilotage, à part PT, IC, pour dire est-ce que ce vin, a priori, est équilibré pour démarrer, l'oxygène dissous, la turbidité. Et c'est pour ça que la présentation de Mauricio est vraiment intéressante, parce que ces nouvelles méthodes qui sont en train d'être développées, eh bien, on voit bien que pour l'instant, sur Rouge, c'est pas encore tout à fait, on n'a pas encore suffisamment de retour d'expérience pour pouvoir en tirer des conclusions sur ce genre de pilotage, mais c'est la première fois qu'on peut commencer à avoir des notions qualitatives sur la manière dont réagissent les polyphénols. Et j'espère qu'on pourra développer, qu'il y aura de plus en plus de références et qu'on pourra appliquer ce genre de technique au pilotage des vins en élevage. En tout cas, c'est la première fois qu'on commence à avoir des techniques qui donnent de l'espoir sur des marqueurs analytiques pour piloter ce genre de choses. Mais enfin, ça reste quand même pour l'instant une technique empirique et difficile. Ça ne pas grand-chose. Important de démarrer aussi, si possible, sous-marre la micro-oxygénation. C'est le moment où on a le plus d'anthocyane, donc c'est le moment où on peut se permettre d'aller plus fort. Voilà. Dernière remarque, c'est assez intéressant sur les syrahs qui ont une légère sous-maturité. Ça ne veut pas dire qu'il faut produire des syrahs en légère sous-maturité, mais ça veut dire que quand on a ce genre de syrah-là, justement, eh bien on a assez souvent une diminution du côté un peu herbacé, du côté tanin un petit peu agressif, et on va dire qu'on joue assez facilement sur du velours, sur ce genre de matière première-là. C'est beaucoup plus facile à piloter sur une syrah en sous-maturité que sur un grenache ou sur même des syrahs très mûrs. On a facilement les marqueurs qui sont là, les évolutions elles sont faciles à voir, et on a un gain qualitatif qui est intéressant. Voilà. Merci.